Trump a acheté des actions Intel 4 jours avant que son propre gouvernement n'annonce une participation de 9 milliards de dollars dans cette même entreprise. Vous trouvez ça normal ? Attendez, parce que c'est même pas l'histoire la plus grave de la semaine. Pendant que cette transaction passait presque inaperçue, Moscou brûlait littéralement, Kiev encaissait une pluie de missiles balistiques sans une seule interception, et un tribunal du Texas commençait à examiner un dossier qui relie, noir sur blanc, des composants électroniques américains à des enfants ukrainiens tués sur une aire de jeu. 3 histoires. Un seul fil conducteur. Et ce fil-là, personne ne vous le montre en entier. Ce n'est pas juste une histoire de drones et de missiles, c'est une histoire d'argent, de silence et de qui profite vraiment d'une guerre qui traîne en longueur. Je vais vous montrer 3 choses ce soir. D'abord, ce qui s'est passé physiquement sur le terrain ces dernières 48 heures en Russie et en Ukraine. Ensuite, le mécanisme financier qui tourne juste derrière, celui qu'on ne vous montre jamais aux infos du soir. Et enfin, la conséquence, celle qui touche directement des soldats américains, pas seulement des civils ukrainiens à des milliers de kilomètres. Restez jusqu'au bout, parce que la dernière partie change complètement la façon dont vous allez lire les prochaines déclarations de la Maison-Blanche sur cette guerre. Commençons par ce qu'on voit. Dans la nuit, l'Ukraine a frappé fort, très fort, en territoire russe. Des drones ukrainiens ont touché un centre logistique de Wildberries dans l'oblast de Moscou. Pour situer, Wildberries, c'est l'équivalent russe d'Amazon. Et selon les images diffusées, environ la moitié des entrepôts de cette entreprise en Russie ont déjà été détruits ou endommagés depuis le début de cette campagne de frappes ukrainiennes. Un deuxième site logistique a été touché le même matin. Les images montrent des colonnes de fumée noire juste derrière des immeubles résidentiels de Moscou. Et voilà où ça devient intéressant. C'était pas juste des drones courte portée. L'Ukraine a aussi utilisé ses missiles de croisière Flamingo, la version FP5, avec une portée annoncée de 2500 à 3000 km. Ces missiles ont frappé le centre spatial Progress à Samara, à environ 900 km de la frontière ukrainienne. Ce site, c'est l'unique usine russe qui assemble en série les lanceurs Soyouz, ceux qui mettent en orbite les satellites militaires et gouvernementaux russes. Volodymyr Zelensky a lui-même confirmé la frappe le lendemain en expliquant que ce site servait aussi à la production électronique liée au programme spatial russe. Regardez bien ça. La même nuit, l'Ukraine a aussi visé la base aérienne de Savasleïka à environ 700 km de la frontière, celle d'où décollent les porteurs des missiles russes qui frappent les villes ukrainiennes, et une installation pétrolière à Ust-Luga à plus de 800 km. Zelensky appelle ça ces sanctions à longue portée. Sa phrase exacte, à peu près. Il est important que le potentiel de guerre russe soit concrètement réduit, pas seulement observé. C'est un choix de mots qui n'est pas anodin. Mais pendant que Moscou encaissait, Kiev encaissait encore plus fort. Des habitants ont filmé une série de frappes de missiles balistiques russes sur la capitale ukrainienne. Pas une seule interception, aucune. Parce que l'Ukraine, à ce moment précis, ne dispose tout simplement pas d'assez d'intercepteurs Patriot pour couvrir ce type d'attaque. Résultat, la Russie frappe pratiquement sans crainte de riposte défensive sur ces cibles-là. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est simplement l'escalade classique d'une guerre d'usure, où chaque camp cogne l'autre un peu plus fort chaque semaine. C'est presque rassurant de le voir comme ça, non ? Sauf que non. Parce que le vrai problème n'est pas dans ces images spectaculaires de fumée et de feu. Le vrai problème, c'est dans ce que ces missiles russes contiennent littéralement à l'intérieur. Un rapport publié cette semaine a identifié au moins 5806 composants d'origine étrangère dans 202 armes russes qui ont récemment frappé Kiev. Une bonne partie de ces composants viennent d'entreprises américaines. Pas chinoises, pas nord-coréennes, américaines. Des puces, des semi-conducteurs fabriqués par des entreprises que vous utilisez peut être vous-même dans votre ordinateur ou votre téléphone et qu'on retrouve ensuite dans les systèmes de guidage de missiles qui tuent des civils ukrainiens, que les grands médias conservateurs américains n'en parlent presque pas. Ce n'est plus vraiment un hasard. C'est une histoire qui dérange trop de monde à Washington pour qu'elle fasse les gros titres du soir. Et c'est précisément là que ça coince, parce que c'est plus une histoire de guerre lointaine, c'est devenu une affaire judiciaire, ici, sur le sol américain. Des familles ukrainiennes, représentées par des cabinets d'avocats américains, dont Baker Hostetler, ont déposé une série de recours collectifs au Texas contre 4 entreprises précises. Intel,
Texas Instruments, AMD et Mouser Electronics, un distributeur appartenant à Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett. 5 plaintes distinctes transférées depuis un tribunal d'État du Texas vers un tribunal fédéral où la procédure continue en ce moment même. Ce que les plaignants allèguent, ce n'est pas qu'une puce se soit accidentellement retrouvée entre de mauvaises mains une fois. C'est un schéma répété. Les mêmes composants, des mêmes entreprises, retrouvés encore et encore dans les mêmes types d'armes russes utilisées contre des civils. Selon les avocats interrogés sur ce dossier, ces entreprises auraient reçu des années d'avertissement sur le fait que leurs composants étaient détournés vers la chaîne d'approvisionnement militaire russe, en passant par la Chine, la Corée du Nord ou l'Iran, sans prendre de mesures suffisantes pour l'empêcher. Et ce premier film n'est encore rien comparé à ce qui suit, parce que l'accusation centrale de ce procès, ce n'est pas la maladresse. C'est ce que les avocats appellent, mot pour mot, une ignorance volontaire. En clair, savoir que le problème existe, savoir qu'il se répète, et choisir quand même de ne pas agir, parce que le profit continue de tomber. Juste une seconde, parce que ce détail mérite qu'on s'y arrête. On ne parle pas ici uniquement de puces de guidage. Les avocats du dossier précisent que ça touche pratiquement toute la gamme des composants électroniques d'un missile, le traitement du signal, les communications, la régulation de puissance. Autrement dit, ces entreprises américaines ne fournissent pas juste une pièce accessoire. Elles fournissent, sans le vouloir ou en fermant les yeux, une bonne partie du cerveau électronique de l'arme elle-même. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai. C'est pas un accident de logistique internationale. C'est un système anti-bâti sur le fait que personne, à aucun étage, n'a intérêt à vraiment fermer le robinet. Le vrai problème commence ici, parce qu'il faut maintenant regarder qui, exactement, profite de ce robinet resté ouvert. Et c'est là qu'apparaît un nom qui devrait vous être familier. Donald Trump. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement la fuite de composants. C'est que l'administration américaine, celle-là même censée sanctionner ces détournements, entretient des liens financiers directs avec les entreprises accusées. L'État fédéral américain détient une participation d'environ 9 milliards de dollars dans Intel, l'une des sociétés visées par ces recours collectifs. Et selon la déclaration financière publique de Trump portant sur l'année écoulée, ces comptes ont acheté entre 250 000 et 500 000 dollars d'actions Intel le 10 à 8 août, exactement 4 jours avant l'annonce publique de cette participation fédérale de 9 milliards. Attendez, vous trouvez vraiment que c'est une coïncidence que l'achat personnel du président tombe pile juste avant l'annonce d'une décision publique qui allait faire grimper le titre ? L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que ces comptes sont gérés en gestion entièrement discrétionnaire par des institutions financières tierces que ni Trump, ni sa famille, ni la Trump Organization ne choisissent ou n'approuvent individuellement chaque transaction, et que ces portefeuilles sont rééquilibrés par des processus automatisés. Il faut reconnaître que cet argument a une vraie cohérence sur le papier, parce que les gestions discrétionnaires existent réellement, et beaucoup de responsables publics en utilisent, sauf que cet argument s'effondre sur 2 points précis. D'abord, la disclosure financière de 2025 révèle que les comptes présidentiels ont réalisé plus de 20 et 1 000 transactions boursières en une seule année, soit une moyenne d'environ 4,25 transactions par jour de bourse, pour une valeur totale estimée entre 600 millions et près de 2 milliards de dollars. Une gestion réellement automatisée et détachée n'a pas besoin d'un tel niveau d'activité concentrée sur des jours précis de volatilité politique. Ensuite, et c'est le point qui compte vraiment ici, l'argument de la gestion discrétionnaire peut être l'absence de contrôle direct transaction par transaction, mais il n'explique pas pourquoi l'entourage présidentiel maintient, dans le même temps, des participations dans des dizaines d'entreprises directement concernées par les contrats et les politiques que cette même administration décide. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sauf que dans ce cas précis, quelqu'un semble avoir acheté l'ours 4 jours avant que tout le monde apprenne qu'il valait beaucoup plus cher. Ce n'est pas seulement Intel. Le portefeuille présidentiel inclut des participations dans Palantir, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Nvidia, des entreprises qui détiennent toutes des contrats gouvernementaux liés directement ou indirectement à cette guerre et à l'appareil de défense américain.
Alors quand on entend parler de puces vendues aux Émirats arabes unis, de puces vendues à la Chine, de puces qui finissent, on sait trop comment, dans des missiles russes, la question n'est plus seulement technique. Elle devient une question de conflit d'intérêts au sommet même de l'État. Et c'est même pas le plus gros morceau de cette histoire, parce que ce problème de composants américains dans des armes ennemies n'est pas resté cantonné à l'Ukraine. À des milliers de kilomètres du sol américain, en 2024, en Jordanie, 3 militaires américains ont été tués par un drone iranien. Une enquête criminelle menée dans le Massachusetts a établi que ce drone contenait des composants américains, pas dans un missile russe visant Kiev, dans une arme qui a directement tué des soldats des États-Unis. Ceux qui ne regardent que les gros titres rate exactement la partie qui compte. Parce que cette affaire du Massachusetts, elle prouve une chose simple et brutale. Le problème de la chaîne d'approvisionnement percée ne se limite pas à un théâtre de guerre lointain qu'on peut se permettre d'ignorer confortablement depuis chez soi. Il revient déjà frapper des familles américaines. S'ils ne répondent pas clairement à cette question précise, c'est qu'ils n'ont probablement pas de réponse qui les arrange. Reprenons depuis le début. On a ouvert cette vidéo sur une coïncidence de calendrier boursier. Ce qui semblait être un simple détail financier parmi des milliers d'autres transactions est en réalité la pointe visible d'un système bien plus large où les mêmes entreprises qui alimentent, même involontairement, l'arsenal russe, sont aussi celles dans lesquelles l'administration américaine et son président détiennent des participations financières directes. Ce n'est plus une question de savoir si un composant s'est égaré une fois par accident, c'est une question de savoir pourquoi personne au sommet n'a vraiment intérêt à colmater la fuite plus vite. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver au gros titre des chaînes classiques. Ce n'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Et pendant que cette question reste sans réponse claire, ce sont des familles ukrainiennes qui ont enterré leurs enfants tués sur une aire de jeu par un missile équipé de composants américains, et des familles de militaires américains tombés en Jordanie, qui absorbent le coût réel de ce silence pendant que les porte-paroles officiels continuent, eux, de parler de sanctions robustes et de contrôle strict des exportations. Il faut aussi être honnête sur un point, ces entreprises technologiques ne sont pas les seules à porter le poids de cette histoire. Le représentant des plaignants le dit lui-même, ce n'est pas une question de camp politique, pour ou contre l'Ukraine, c'est une question de responsabilité et de prévisibilité. Si une entreprise sait, année après année, que ses composants finissent dans des armes qui tuent des civils, a-t-elle le devoir d'enquêter, de renforcer ses contrôles, d'agir concrètement? Les avocats du dossier répondent que oui, et il devient difficile honnêtement de leur donner tort. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans la façon dont cette guerre était présentée comme une simple affaire de front et de territoire, il était juste, parce qu'en réalité, cette guerre tourne aussi, et peut être surtout autour de chaînes d'approvisionnement, de participation boursière et de silence soigneusement entretenu à Washington. Il faut savoir que Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré publiquement vendredi que tous les objectifs de ce qu'il appelle encore l'opération militaire spéciale seraient atteints, sans exception. La bourse russe a d'ailleurs plongé le même jour, preuve que même les marchés financiers russes n'y croient pas totalement. Ça rappelle furieusement cette vieille habitude des régimes en difficulté. Promettre la victoire finale à voix de plus en plus forte, précisément quand elle s'éloigne, plus il répète que la victoire est certaine, plus ça ressemble à quelqu'un qui essaie de s'en convaincre lui-même. Ce n'est pas de la maladresse. C'est une manière de faire répétée assez souvent pour dessiner un schéma clair. Des frappes qui s'intensifient des deux côtés, des composants américains qui continuent de circuler malgré des années d'avertissements documentés, et un président américain dont les intérêts financiers personnels se trouvent, par une coïncidence de calendrier, pour le moins étrange, alignée avec les entreprises au cœur même de cette controverse. Et la suite s'annonce déjà plus compliquée, pas moins. Le dossier judiciaire au Texas continue son parcours en cour fédérale, avec encore de nombreuses procédures à venir, avant qu'un juge ne tranche sur le fond. Le portefeuille présidentiel, lui, continue de tourner à un rythme de dizaines de transactions par jour de bourse. Et sur le terrain, ni Kiev ni Moscou ne montrent le moindre signe d'accepter une désescalade réelle, malgré les discours répétés sur la paix qui approcheraient. La vraie question qu'il faut se poser en fermant cette vidéo, ce n'est pas de savoir qui va gagner la prochaine bataille de drones entre Moscou et Kiev.
C'est de savoir combien de temps encore un système où les décideurs profitent financièrement de la prolongation d'un conflit peut se permettre de se présenter comme un arbitre neutre, cherchant sincèrement la paix. Je vous promets une chose, dès que ce dossier judiciaire au Texas avancera concrètement, vous le saurez ici en premier, avec les vrais documents, pas juste les communiqués officiels. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et si cette analyse vous a semblé utile ce soir, un like m'aide vraiment à la faire connaître à plus de monde.